Chaque jour, les médias nous parlent de conflits. Chaque jour, des missiles sont tirés, frappant des villes, des colonnes de chars avancent sur des terres ravagées, des drones planent au-dessus des lignes ennemies. À première vue, ces images racontent une histoire de stratégie, de diplomatie brisée, de survie nationale. Mais il existe un autre récit bien plus discret. Un récit qui ne se déroule ni dans les tranchées, ni dans les salles de commandement militaire. Un récit qui prend forme dans les tours de verre des multinationales, dans les halls feutrés des bourses financières, dans les couloirs silencieux des ministères. La guerre est aussi, et peut-être surtout, un business. Un business colossal, profondément enraciné dans nos économies modernes. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, CIPRI, les États-Unis ont représenté 42% des exportations mondiales d'armes entre 2019 et 2023. Leurs ventes ont progressé de 17% par rapport à la période précédente. La France, de son côté, a connu une augmentation spectaculaire de ses exportations d'armes, bondissant de 47% sur la même période. Elle est désormais le deuxième exportateur mondial, à égalité avec la Russie et devant la Chine. Les grandes entreprises du secteur, Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, Thales, Dassault Aviation voient leurs bénéfices s'envoler dès que les tensions géopolitiques montent. Leurs actions boursières réagissent mieux aux déclarations de guerre qu'à n'importe quelle publication de résultats financiers. Lockheed Martin, plus 28% entre janvier et mars 2022 lors du début de la guerre en Ukraine. Raytheon Technologies, plus 20% sur la même période. Et ce n'est pas nouveau. Dès 1961, Eisenhower, général des forces alliées et président des États-Unis, lançait un avertissement solennel lors de son discours d'adieu. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. Aujourd'hui, cet avertissement semble plus actuel que jamais. Le complexe militaro-industriel n'est plus une menace théorique, il est devenu une réalité structurelle. Il influence nos politiques, nos priorités budgétaires, nos interventions militaires, et parfois même nos définitions du bien et du mal. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce système, comprendre comment la guerre est devenue une industrie globale, découvrir qui en profite réellement et pourquoi malgré les discours de paix, ce business n'a jamais été aussi florissant. Depuis que l'être humain a construit ses premiers villages, il a aussi appris à se battre, à défendre ses récoltes, à conquérir des terres, à imposer la loi par sa force. Les premières traces archéologiques d'affrontements organisés remontent à plus de 10 000 ans, mais c'est en Mésopotamie, vers moins 2700 avant notre ère, que la première guerre documentée de l'histoire éclate entre les cités-états de Lagash et Houma. À cette époque, déjà, posséder des armes supérieures, entraîner des soldats, contrôler les routes commerciales était un levier de puissance et de richesse. La guerre a toujours généré des opportunités économiques. À l'époque antique, ceux qui fabriquaient les chars, les arcs, les flèches prospéraient. Ceux qui contrôlaient la production de bronze ou du fer contrôlaient aussi les royaumes. À mesure que les civilisations grandissent, la guerre devient un moteur technologique. Les Phéniciens développent de meilleures galères pour dominer la mer. Les Romains inventent des infrastructures militaires capables de soutenir des légions sur des milliers de kilomètres. Les Byzantins créent le feu grégeois, arme chimique de destruction massive pour l'époque. Mais au-delà des prouesses techniques, une constante traverse les siècles. La guerre enrichit ceux qui la préparent. Dès le Moyen-Âge, les marchands d'armes se professionnalisent, les banquiers lombards, les feugueurs en Allemagne, financent les campagnes militaires des rois d'Europe. Prêter de l'argent pour faire la guerre devient une spécialité extrêmement rentable. Puis vient la grande rupture industrielle. Au 19e siècle, l'armement entre dans l'ère de la production de masse. Des entreprises comme Krupp en Allemagne, Vickers en Grande-Bretagne, Schneider Creusot en France deviennent des empires industriels vendant des canons, des fusils, des cuirassés. Non seulement aux États, mais parfois aux deux camps ennemis. Le commerce de la guerre devient globalisé, et pour beaucoup, la neutralité n'est plus une position morale, c'est un argument commercial. Ce système va atteindre son paroxysme lors des deux guerres mondiales. À partir du XXe siècle, la guerre ne sera plus seulement un événement tragique, elle deviendra une industrie à part entière, une machine économique capable de transformer des nations et de créer des fortunes colossales. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent la scène internationale. Leur industrie militaire déjà massive pendant le conflit devient permanente.
la guerre froide commence, et avec elle, une ère nouvelle, l'institutionnalisation du complexe militaro-industriel. Ce terme, popularisé par le président Eisenhower dans son discours d'adieu en 1961, désigne l'interdépendance croissante entre les forces armées, les industriels de la défense et les décideurs politiques. Le principe est simple, les entreprises d'armement produisent les armes. Les politiques financent ces achats avec l'argent public, l'armée consomme le matériel et demande à en racheter plus, les entreprises en retour financent indirectement les campagnes électorales des mêmes décideurs. Aux États-Unis, le département de la défense est aujourd'hui le plus gros client public au monde. En 2023, le budget militaire américain s'élevait à 886 milliards de dollars, soit plus de 3,5% du PIB. 5 groupes principaux captent une part écrasante de ce budget. Lockheed Martin, F-35, missiles, satellites, Raytheon Technologies, système de défense aérienne, missiles, Boeing Défense, avions, drones militaires, Northrop Grumman, sous-marins nucléaires, drones stratégiques, General Dynamics, chars, navires, cybersécurité. Mais au-delà des chiffres, c'est la mécanique d'influence qui intrigue et inquiète. Ces entreprises dépensent chaque année des millions de dollars en lobbying à Washington. En 2022, l'industrie de la défense a investi plus de 127 millions de dollars pour influencer le Congrès. Lockheed Martin, 13 millions de dollars de lobbying en 2022. Raytheon, 11 millions de dollars. Northrop Grumman, 10 millions de dollars. Et ce lobbying porte ses fruits, 83% des membres des commissions de la défense du Congrès américain ont reçu des dons électoraux d'entreprises de l'armement en 2022. Quand une loi propose d'augmenter le budget militaire, ces entreprises ne se contentent pas d'applaudir, elles investissent massivement pour s'assurer que cette augmentation passe. Le programme F-35 Lightning II, l'avion de chasse le plus cher de l'histoire, en est un exemple parfait. Coût estimé 1700 milliards de dollars sur 60 ans. Pour verrouiller le soutien politique, Lockheed Martin a conçu une stratégie de répartition industrielle. Le programme F-35 crée plus de 254 000 emplois répartis dans 45 États américains. Résultat, peu importe les retards techniques, les surcoûts ou les critiques militaires, il est devenu politiquement impossible de supprimer le programme. Parce que dans ce modèle, les emplois valent plus que l'efficacité. Et ce système ne s'arrête pas aux États-Unis. En Europe, la même logique se met en place. Le constructeur d'armement franco-allemand KNDS, fusion de Nexter et Krauss-Maffei-Wegmann, bénéficie massivement des budgets de défense européens. Les géants français comme Thales et Safran voient leurs commandes s'envoler, portées par la reconstitution accélérée des arsenaux. Le complexe militaro-industriel n'est plus un danger potentiel, c'est un pilier économique reconnu, soutenu par les États eux-mêmes, et tant que cette mécanique sera en place, la guerre restera, pour certains, une opportunité. Quand un conflit éclate, quelque part dans le monde, ce sont d'abord des vies humaines qui basculent. Mais dans les coulisses, pour les industriels de l'armement, c'est aussi l'annonce de nouveaux cycles de croissance. Car aujourd'hui, la guerre n'est plus seulement une tragédie, c'est aussi un marché. Prenons l'exemple récent le plus parlant, la guerre en Ukraine. Dès février 2022, après l'invasion par la Russie, les États-Unis ont envoyé plus de 44 milliards de dollars d'équipements militaires à l'Ukraine en 2 ans. 6500 missiles anti-chars Javelin, 1400 missiles anti-aériens Stinger, 700 drones kamikazes Switchblade. Résultat, les stocks de l'armée américaine se sont vidés et doivent maintenant être reconstitués. En mai 2022, le Congrès américain a voté une enveloppe supplémentaire de 19 milliards de dollars rien que pour le retraitement et la fabrication de nouveaux armements. Les entreprises qui fournissent ces armes, Lockheed, Raytheon, General Dynamics, ont immédiatement vu leur carnet de commandes exploser. Et le phénomène n'est pas limité aux États-Unis. L'Europe, longtemps accusée de sous-investir dans sa défense, a basculé brutalement. L'Allemagne, un fonds spécial de 100 milliards d'euros débloqué pour moderniser son armée. La France, augmentation du budget de défense à 50 milliards d'euros en 2024, objectif de 2% du PIB pour 2025. La Pologne, hausse de ses dépenses militaires à 3% du PIB, le niveau le plus élevé de l'OTAN. Face à cette demande, les industriels européens accélèrent massivement leur production. Nexter double ses cadences pour les canons César
Eurenco relocalise la production de poudre et explosifs en France à Bergerac, Thales et Safran augmentent leur rythme de fabrication de systèmes électroniques, optroniques et munitions. Autre enseignement du conflit en Ukraine, la vitesse est devenue une arme. Les contrats ne se gagnent plus seulement sur le prix ou la technologie, ils se gagnent sur la capacité à livrer vite. En 2022, la Pologne a commandé 1000 chars K2 et 600 canons K9 à la Corée du Sud, précisément parce que la Corée promettait des livraisons rapides, contrairement aux producteurs européens. Ainsi, les conflits modernes accélèrent la réindustrialisation de la défense en Europe et dopent les profits des groupes d'armement américains et européens. Mais au-delà de la livraison d'armes classiques, un autre marché explose dans l'ombre, celui de la surveillance, de la cybersécurité et des technologies militaires avancées. La guerre moderne ne se limite plus au champ de bataille. Aujourd'hui, le front est aussi numérique, invisible et omniprésent. Drones autonomes, cyberattaques, armes intelligentes, le futur du business militaire est déjà là, et il s'annonce encore plus rentable. Le premier pilier de cette mutation, ce sont les drones. Pendant la guerre en Ukraine, les drones tactiques ont démontré leur importance stratégique. Les Bayraktar TB2 turcs fournis à Kiev ont détruit des convois entiers de blindés russes. Les drones kamikaze Switchblade américains ont changé la manière d'engager des cibles en profondeur. Le marché mondial des drones militaires est évalué à 17 milliards de dollars en 2024, avec une croissance projetée à 7,6% par an jusqu'en 2030. De nouveaux acteurs émergent, AeroVironment, Baykar Technology, Elbit Systems, etc. Dans ce domaine, la suprématie aérienne passe désormais par la suprématie algorithmique. Le deuxième pilier du futur de la guerre, c'est le cyberespace. Avant même l'invasion de l'Ukraine, des cyberattaques massives ont visé les ministères, les infrastructures énergétiques et les banques ukrainiennes. En 2023, les cyberattaques liées à des acteurs étatiques ont augmenté de 42% par rapport à 2022. La cyberattaque est devenue une arme aussi redoutable que les missiles. Face à cette menace, les budgets explosent, le Pentagone prévoit de dépenser 14,6 milliards de dollars en cybersécurité en 2025. De nouveaux géants émergent dans cette course numérique comme Palantir Technologies, CrowdStrike, Thales. Enfin, la troisième révolution en cours, c'est l'intégration massive de l'intelligence artificielle dans les systèmes d'armes. Aujourd'hui, des IA sont capables d'identifier des cibles en temps réel, gérer la navigation des drones autonomes, détecter et neutraliser des cybermenaces sans intervention humaine. Projet Maven, programme militaire américain qui utilise l'IA, analyser les images satellites. Loyal Wingman, drone autonome développé par Boeing en Australie pour assister les avions de chasse. Le marché de l'IA militaire est estimé à 17,6 milliards de dollars en 2025. L'arme la plus puissante du futur ne sera peut-être plus le missile hypersonique, mais l'algorithme capable de déclencher une frappe avant même qu'un ennemi ne tire. La guerre change, les champs de bataille changent, mais une chose reste constante. Ceux qui investissent tôt dans les nouvelles formes de guerre seront ceux qui récolteront les profits de demain. Depuis l'aube de l'humanité, la guerre a toujours été une tragédie, mais aussi une opportunité. Aujourd'hui, alors que la technologie transforme les champs de bataille, le business de la guerre continue de prospérer, plus sophistiqué, plus opaque et plus profitable que jamais. À chaque missile tiré, chaque drone abattu, chaque cyberattaque stoppée représente des milliards de dollars d'opportunités pour ceux qui fournissent des armes, équipements et services. Pour beaucoup d'entreprises, la guerre n'est pas seulement un enjeu géopolitique, c'est un modèle économique. Un modèle dopé par des budgets militaires en hausse constante, des tensions géopolitiques savement entretenues et une course technologique permanente. Et tant que les États percevront la supériorité militaire comme une garantie de souveraineté, tant que la paix restera fragile, le business de la guerre ne cessera jamais de croître. La seule question qui reste est simple. À qui profite vraiment la guerre ?